Le Moyen-Âge n'était pas seulement un âge sombre de guerres et de pestes, mais aussi une ère d'amour, de désir et d'une vie intime étonnamment riche. Même si l'Église veillait sur tout, avec des règles strictes, en réalité, les gens ont toujours trouvé un chemin vers la proximité. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment aimaient et vivaient leur sexualité de simples paysans, des citadins derrière les remparts, la noblesse aisée, ainsi que ceux qui s'engagèrent dans le célibat. Nous vous révélerons par exemple que le couple marié moyen pouvait, selon les règlements ecclésiastiques, légalement s'aimer moins d'une fois par semaine. Et pourtant, l'Europe médiévale n'a certainement pas disparu, et la population a continué de croître. Nous dévoilerons comment il se pouvait qu'un tiers des mariées au XIVe siècle se rendaient déjà enceintes à l'autel, ainsi que pourquoi les bains publics étaient le centre de toute l'animation, un peu comme les clubs nocturnes d'aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage à travers les siècles et les différents coins de l'Europe. Dans un instant, nous révélerons comment l'intimité était vécue différemment, par les paysans dans les villages, les citadins dans les rues animées, les chevaliers dans les châteaux et les moines dans les monastères. La chambre médiévale vous dévoilera ses secrets. Commençons à la campagne, dans la chaumière d'une famille paysanne typique. Imaginez une simple pièce en bois, où toute la famille vit ensemble, parents, enfants et grands-parents. L'intimité existe à peine quand la nuit tombait et que le travail au champ était fini. Le sexe comptait parmi les divertissements les plus accessibles pour les gens simples. Après une journée de labeur, que pouvait-on désirer d'autre ? Les paysans le considéraient aussi de façon pratique. Les enfants étaient un renfort bienvenu pour la main-d'œuvre à la ferme et une assurance pour l'avenir. Avoir beaucoup d'enfants signifiait donc de meilleures chances que quelques-uns survivent jusqu'à l'âge adulte. Dans cette vidéo, vous apprendrez pourquoi la présence d'enfants dans la même pièce n'empêchait pas les parents de partager des moments intimes. Car les gens du Moyen-Âge ne percevaient pas la sexualité aussi prudemment que nous. Ils attendaient souvent simplement que les enfants soient endormis, ou les envoyaient ramasser du bois, et profitaient alors du plaisir marital derrière la porte close. Il était courant que les enfants sachent, depuis leur plus jeune âge, ce que font les parents la nuit. L'intimité n'était pas un tabou entouré de gêne, mais plutôt une partie naturelle de la vie. L'Église prêchait certes que l'acte sexuel n'appartenait qu'au mariage, et de préférence uniquement dans le but de procréer, mais la réalité rurale était différente. Les jeunes n'attendaient souvent pas le mariage pour découvrir la sexualité. Selon les archives des chroniqueurs et des tribunaux ecclésiastiques, une grande partie des mariées étaient déjà enceintes le jour du mariage. On estime aisément 1 sur 3. Cela signifie que le sexe prémarital était assez courant à la campagne, que ce soit sous la forme de fiançailles, à l'essai, ou tout simplement parce que la nature ne peut attendre. Certes, les prédicateurs fulminaient contre la fornication et menacèrent les pécheurs de l'enfer, mais la communauté rurale s'occupait plutôt de choses pratiques. Si une fille tombait enceinte, la famille s'efforçait d'arranger un mariage pour mettre de l'ordre dans la situation. Un tel mariage, par nécessité, avec le ventre déjà arrondi sous la robe, n'avait rien d'extraordinaire. Le mariage des paysans ne reposait généralement pas sur un amour romantique, mais sur les relations de voisinage et l'accord des familles. Dans les petites communautés, les partenaires se connaissaient souvent depuis l'enfance, parfois même trop proches selon l'Église. Celle-ci interdisait les mariages entre parents jusqu'au 7e degré, ce qui posait problème dans les villages isolés, où presque tout le monde avait une parenté lointaine. Mais cela se contournait avec une dispense de l'évêque, ou simplement en l'ignorant tant que personne ne posait de questions. Pour les serfs, paysans attachés à la terre du Seigneur, il fallait en plus l'autorisation du maître pour se marier. Parfois, les seigneurs réclamaient une taxe appelée droit de mariage. D'autres pouvaient interdire le mariage s'ils risquaient de perdre de la main-d'œuvre. Bientôt, dans cette vidéo, vous entendrez parler de la terrible réputation selon laquelle le seigneur médiéval avait le droit de cuissage sur la mariée de son vassal. Était-ce vrai ou un mythe ? Le ius primae noctis, droit de la première nuit, est aujourd'hui considéré davantage comme une légende. Il n'existe pas de preuves
qu'au Moyen Âge il ait été légalement en vigueur que le seigneur ait le droit de s'unir à la mariée de son serf pendant la nuit de noces. Pourtant, les puissants seigneurs prenaient ce qu'ils voulaient, et les femmes rurales n'étaient pas une exception. D'après les plaintes conservées, certains seigneurs ou fonctionnaires exerçaient un droit autoproclamé de déshabiller la fille et de la dépuceler avant de la remettre à son mari. Parfois, il s'agissait d'abus de pouvoir violents, d'autres fois d'amour sous couvert de protection. La famille honteuse préférait se taire. Quelques filles s'en vantaient même, fières d'avoir été désirées par le Seigneur, car elles y voyaient, d'une façon perverse, un honneur. Cela aboutissait aussi à de nombreux enfants illégitimes de seigneurs avec des femmes du peuple. Quant aux jeunes villageois ordinaires, on plaisantait amèrement qu'ils devaient attendre que le Seigneur ait assez profité, ou qu'il ne leur restait qu'à être patients et à prier, car ils n'avaient pas d'argent pour se payer une prostituée. En effet, les hommes ruraux ne pouvaient pas se permettre les plaisirs tarifés, contrairement aux couches plus aisées, et la prostitution était presque inexistante à la campagne. La société rurale fermée ne tolérait pas les putains. Si une femme offrait son corps, elle le faisait secrètement dans une auberge sur la route, ou sous la protection de soldats de passage. Cela dit, on ne peut pas dire que les paysans étaient débauchés ou vivaient dans une sorte d'anarchie sexuelle. Au contraire, la communauté surveillait de près la moralité de ses membres. Celui qui commettait l'adultère, était infidèle à son mari ou sa femme, risquait une condamnation sévère. Il pouvait être humilié en public, parfois même puni par le seigneur ou un tribunal ecclésiastique. Dans certaines régions, subsistait la coutume du baptême des fornicateurs. Les voisins coiffèrent le couple pris en flagrant délit d'oreilles d'âne, ou les asseyaient à l'envers sur un âne, et les promenaient dans le village sous la moquerie des gens, l'équivalent du charivari. Une telle honte publique faisait plus de mal que n'importe quelle punition physique. En général, les paysans étaient pragmatiques et indulgents. Tant que personne ne détruisait de famille, ni ne causait de scandale, on fermait les yeux sur bien des choses. La sexualité était simplement une part de la vie, aussi naturelle que le travail ou la nourriture. Et, comme nous le verrons, les gens de la campagne avaient parfois des mœurs plus libres que les classes supérieures, en ce qui concerne par exemple le choix du partenaire par amour. Nous découvrirons bientôt ce qui arrivait lorsqu'un fils de paysan et une fille de fermier s'aimaient sincèrement, et comment les jeunes faisaient la cour dans les villages. Ensuite, nous poursuivrons vers les villes, où un tout autre univers nous attend, rempli de bains, de prostituées et d'une vie nocturne animée. Les villes médiévales étaient dans le monde des marchés animés, des ateliers d'artisans, des écoles universitaires et des établissements nocturnes. Alors qu'à la campagne régnait une morale relativement claire dans la petite communauté, la ville, avec son anonymat et sa concentration d'habitants, provoquait une explosion de toutes sortes de manifestations de la vie intime, de la chambre conjugale honnête du bourgeois, aux aventures amoureuses entre voisins et jusqu'à la prostitution ouverte. Au Moyen-Âge classique, environ du XIIe au XIVe siècle, alors que les villes grandissaient et s'enrichissaient, l'amour et le sexe prospéraient entre les murailles de pierre. Et curieusement, ni l'Église ni le pouvoir laïque n'y faisaient de régner un ordre aussi strict qu'on pourrait le croire. Le mariage citadin était différent du villageois. Pour les citadins, commerçants et artisans, le mariage était souvent une affaire commerciale. Les familles arrangèrent les unions pour unir biens et métiers, parfois pour acquérir le droit de cité. Les jeunes fiancés se connaissèrent parfois à peine avant le mariage, et l'amour romantique n'y tenait pas de place. Pourtant, même chez les citadins, il y avait des couples mariés par amour, surtout chez les plus pauvres, pour qui il n'y avait rien à calculer, ou chez les veufs et veuves, choisissant un nouveau partenaire selon leur affinité. La cour se déroulait en ville sous la surveillance des familles. Il existe des manuels pour les jeunes filles bourgeoises sur la manière d'être vertueuses, ou des récits de jeunes gens chantant sous les fenêtres des filles. Au XIVe siècle, dans les villes italiennes, la mode des sérénades et des visites nocturnes s'est répandue, de quoi faire enrager les pères citadins, craignant le scandale. Si tout se passait bien cependant,
Le mariage était spectaculaire et ensuite relativement libre. Les femmes citadines avaient une voix assez forte dans le foyer, surtout lorsque le mari était parti pour ses affaires. Des sources médiévales attestent qu'une bourgeoise pouvait gérer l'atelier ou le commerce en l'absence de son mari et s'occuper des finances, ce qui indique une certaine estime dans la famille. Mais cela concernait surtout les couples honorables. Ce qui se passait derrière les portes closes des tavernes, des bains et des maisons de tolérance en ville, c'est une autre histoire. Dans les villes, apparurent d'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire, des maisons publiques, des bordels. La prostitution, le plus vieux métier du monde, existait déjà auparavant, mais au Moyen Âge elle prit de nouvelles formes. À mesure que les villes grandissaient, les édiles s'aperçurent qu'il était impossible d'éradiquer complètement les prostituées, et tentèrent au moins de les contrôler et de les taxer. Dès le XIIIe siècle, il était courant que la ville elle-même administre un bordel officiel, à l'écart du centre. À Paris, Londres, Prague ou Rome, partout il existait des rues de l'amour réservées. En France, quasiment chaque grande ville disposait d'un bordel municipal, parfois somptueux comme un palais. En dehors des murs ou en périphérie, il existait aussi des cabarets informels, où quelques filles le proposaient leurs services. Les clients étaient nombreux. Les témoignages laissent parler qui pensaient que pratiquement tout homme, au Moyen-Âge classique, fréquentait couramment une prostituée. Avant la création de bordels officiels, on trouvait des femmes de petite vertu dans les auberges, près des portes de la ville, dans les parcs ou sur les marchés au crépuscule. Les autorités les chassaient d'un endroit à l'autre. Par exemple, elles bannissaient à plusieurs reprises les prostituées des bains publics parce qu'elles y corrompaient la morale. Nous reviendrons sur les bains. Avec leur audace, les courtisanes parisiennes recrutèrent même des clients directement dans les églises. Alors, des officiels indignés envoyèrent la garde pour les faire sortir. Oui, les sanctuaires n'ont pas seulement servi de refuge silencieux aux amants dans les villages, mais aussi, en ville, de bureaux de recrutement du vice. La prostitution était tolérée, mais méprisée. Officiellement, l'Église qualifiait les prostituées d'impures pécheresses et exigeait que tout bon chrétien les évite. Pourtant, des théologiens tels que saint Augustin ou Thomas d'Aquin reconnaissaient qu'il valait mieux tolérer les prostituées que des vices pires, par exemple, qu'il est un moindre mal pour un homme non marié de fréquenter une prostituée, plutôt que de violer une vierge honnête ou de commettre la fornication tout seul. Au XIVe siècle, on voit apparaître l'opinion que la masturbation est un péché totalement inutile, car elle ne mène pas à la procréation, tandis qu'avec une prostituée, la vie peut au moins surgir. D'un point de vue moderne, c'est absurde, mais cela montre la logique de l'époque. L'essentiel était la reproduction, et ce qui n'y menait pas était condamnable. Les consuls municipaux considéraient par ailleurs la prostitution d'un point de vue économique. Ils percevaient des taxes auprès des maîtresses de bordel, régulaient l'activité et contrôlaient ainsi les femmes légères. Il n'y avait cependant pas peu de prostituées. Des historiens estiment que, par exemple, au XVe siècle, dans des villes comme Londres ou Florence, environ 5 à 10% des femmes étaient impliquées dans la prostitution, à plein temps ou occasionnellement. Certaines n'exerçaient ce métier qu'en appoint, par exemple des tenancières, des employés de bains publics, ou même des épouses d'artisans en cas de difficulté. Il a été enregistré que, dans des villes allemandes, des étudiantes ou veuves travaillaient ainsi pour arrondir leur fin de mois. La déchéance sociale guettait cependant. En public, elles devaient porter un vêtement spécial, dans les terres tchèques, une marque jaune comme les populations juives, et elles étaient encore juridiquement désavantagées. Elles n'étaient guère défendues en justice, et si elles étaient agressées, il était difficile de prouver qu'elles ne l'avaient pas cherché. Les villes regorgèrent donc de tentations. Les bains publics sont devenus des lieux célèbres de plaisir débridés. Initialement, ils servaient à l'hygiène corporelle. Hommes, femmes et enfants y venaient nus, souvent séparément. Mais progressivement, ces frontières se sont estompées. Au Moyen Âge classique, les bains fonctionnaient plus comme un club de bien-être actuel mêlé de bars et de chambres.
On y venait pour se laver, discuter, jouer aux cartes, festoyer, boire du vin, et comme vous pouvez l'imaginer, la nudité omniprésente et la convivialité menaient aussi à des jeux amoureux. Les bains sont devenus le centre de la vie sexuelle urbaine. Non seulement les prostituées y proposaient leur massage, mais même des bourgeoises honnêtes pouvaient y venir pour un flirt innocent, glissant facilement vers le péché innocent. Les chroniques racontent, horrifiés, qu'aux bains, jeunes et vieux, mariés et célibataires, faisaient l'amour ensemble, dans les baignoires pendant des festins, un verre à la main. Des gravures du XVe siècle montrent des couples nus dans des baquets, entourés de nourriture et de boissons. Une scène digne d'un enterrement de vie de garçon endiablé. Les autorités fermirent les yeux sur cela pendant longtemps, et les sermons ecclésiastiques restaient impuissants. Après tout, les bains étaient officiellement des lieux d'hygiène, et ce qui se passait derrière des paravents était difficile à contrôler. Certains établissements devinrent même de véritables bordels. On disait que des cris et des rires très forts s'en échappaient. Impossible à ignorer. Mais une telle liberté n'a pas duré éternellement. Les temps changent. Et au XVe siècle, de nouvelles maladies. La syphilis à la fin du XVe siècle a frappé durement la communauté débauchée. Mais surtout de nouveaux courants religieux ont pénétré l'Europe, appelant à la purification des mœurs. Dans les terres tchèques arrivèrent les Hussites, début du XVe siècle, et avec eux la fin brutale de la tolérance envers la prostitution. L'un des 4 célèbres articles pragois de 1420 ordonnait de punir sévèrement tous les péchés mortels, en particulier ce public et flagrant. Or, parmi les péchés mortels, figurait aussi la fornication, et la prostitution en particulier. Les Hussites expulsèrent les prostituées des villes, interdisaient les bals, brisaient les baignoires dans les bains. Le capitaine Jan Žižka précisait dans son règlement militaire qu'il ne voulait tolérer dans l'armée ni fornicateurs, ni adultères, ni fornicatrices, ni adultérines, et qu'il serait impitoyablement puni. À Prague, le parti hussite ferma tous les bordels, et les chroniqueurs rapportent que les prêtresses de l'amour de l'époque devaient se marier ou disparaître sous peine de mort. Cette dure révolution morale fut cependant plutôt une exception dans cette région et à cette époque. Après la fin des guerres hussites et un retour progressif au calme, de nombreux bains et bordels à Prague et ailleurs rouvrirent, certes en bien moindre nombre. Néanmoins, la tendance générale du Moyen Âge tardif, XVe siècle, était plutôt au durcissement de la morale publique. La fin du Moyen Âge approchait, et les réformes religieuses qui allaient y suivre allaient encore bouleverser les choses. Bientôt, nous passerons de la frivolité urbaine au monde des châteaux et des palais. À quoi ressemblait la vie intime de la noblesse ? Nous verrons que, tandis que les citadins et paysans géraient pas l'amour et le péché plutôt en secret ou en communauté, les nobles dames des seigneurs avaient leurs propres règles, romantisme tapageur à la cour d'un côté et scandale piquant de l'autre. Entrons maintenant dans les somptueux appartements des châteaux et palais, où résidait la noblesse médiévale. Au premier abord, on pourrait croire que la vie des dames et seigneurs était remplie de formalités et de vertus. Les chevaliers faisaient un serment de pureté envers leurs dames, et l'éthique courtoise dictait de défendre l'honneur des femmes. Mais la réalité était double. En public, dignité et amour idéalisés pour la galerie. En privé, amants, maîtresses et aventures tumultueuses. La vie intime de la noblesse répondait à des règles particulières, qui ont évolué au fil du temps. Les mariages nobles étaient presque toujours des questions politiques ou familiales. Depuis le haut Moyen Âge, il était admis que les enfants de la noblesse, surtout les filles, étaient fiancés dès l'enfance, pour conclure des alliances familiales. L'amour n'entrait pas en ligne de compte. Le mariage était, de raison, calculé. Par exemple, les reines se mariaient souvent à 14 ou 15 ans à des rois nettement plus âgés, car cela convenait au plan dynastique. Dans le nord de l'Europe, Scandinavie, au haut Moyen Âge, des coutumes plus libres subsistaient. On sait par les sagas vikings que là, l'amour pouvait parfois conduire au mariage, et que les femmes avaient le droit d'exiger le divorce, par exemple si le mari n'était pas capable de consommer l'union.
Mais dès que le christianisme s'y est imposé, les pratiques se sont alignées sur le continent. Le mariage est devenu indissoluble. Le divorce n'existait pas, seulement la nullité pour cause grave, et l'objectif était d'engendrer un héritier. Les femmes nobles donnaient souvent naissance à des enfants à des intervalles courts, car la dynastie avait besoin de nombreux descendants, et aussi parce que la mortalité infantile était élevée. Dès qu'une noble donnait naissance à un fils héritier, son prestige augmentait. Au contraire, stérilité, ou uniquement des filles, était cause de malheur, voire de remplacement d'épouses. Même si formellement on ne pouvait divorcer, il fallait donc trouver des prétextes, déclarations de nullité pour parenté, ou autres formalités. Au Moyen Âge classique et tardif, l'adultère chez la noblesse était un secret de polichinelle. Les hommes, surtout les souverains, avaient des maîtresses parmi les dames de la cour ou même des étrangères. Le roi Charles le Coq XIV, XIVe siècle, l'un des plus grands rois de Bohême et empereur romain, eut officiellement 4 épouses successives, avec lesquelles il eut 11 enfants légitimes. Il reconnut également plusieurs bâtards et maîtresses. Il écrivait lui-même dans ses mémoires sur sa jeunesse débridée, et reconnut publiquement un fils illégitime né en France. Pour les rois et grands seigneurs, il était banal d'avoir des maîtresses. La société trouvait cela normal. Il existait même le proverbe que un roi sans favorite n'est pas un vrai roi. Quand la reine était enceinte et ne pouvait partager la couche de son mari, le souverain passait simplement ses nuits ailleurs. Évidemment, les femmes nobles y avaient aussi leurs amants. Mais elles devaient être bien plus prudentes. L'infidélité des femmes était lourdement sanctionnée. Au moins la réclusion à vie dans un couvent. Au pire, une punition plus grave encore. Pourtant, les sources indiquent que de nombreuses dames trouvaient un amant, souvent un chevalier ou un poète de cour, et parfois le mari tolérait la relation si elle restait discrète, simplement pour la paix du foyer. La noblesse vivait donc en une étrange symbiose. Le mariage assurait descendance et alliance familiale, tandis que sentiment et passion s'exprimaient hors du cadre officiel. Dans la noblesse aussi, les choses évoluèrent au fil des siècles. Le haut Moyen Âge, du VIe au Xe siècle, était encore marqué par la survivance de coutumes païennes. Certains souverains avaient plusieurs épouses ou concubines. Par exemple, les Mérovingiens ou Charlemagne qui eut plusieurs épouses et concubines simultanément. L'Église le critiquait, mais n'avait pas toujours la force de l'empêcher. Peu à peu, la monogamie chrétienne l'a emporté, et à partir du XIIe siècle, la polygamie était impensable. Un souverain ne pouvait avoir qu'une seule reine. En revanche, le phénomène des maîtresses officielles se répandit dans les cours. Les rois de France au XIVe et XVe siècle donnaient couramment le titre de maîtresse en titre à leur favorite officielle, qui avait beaucoup d'influence. En Italie, les princes de la Renaissance, fin du XVe siècle, étaient célèbres pour leurs cours débauchés. Par exemple, le duc de Milan-Galeazzo Maria Sforza organisait des festins avec des courtisanes nues en guise de muses. Il y avait des différences culturelles. Il semble que l'Europe du Sud, Italie, France, Espagne, avait des cours plus tapageuses, plus relâchées moralement, tandis que l'Europe du Nord, Angleterre, Scandinavie, était plus sage en apparence, mais la vie privée y était tout aussi animée. Ainsi le roi Édouard IV d'Angleterre, XVe siècle, était connu comme un coureur de jupons, mais l'étiquette de la cour anglaise savait mieux cacher ses mœurs que la cour de France. Dans les terres tchèques, tout dépendait du souverain. Sous Charles IV, la cour se voulait dévote, tandis que sous Venceslas, fils élevé par Charles, on organisait des fêtes dissolues au château de Prague avec des femmes de mœurs légères, comme en font foi les chroniques colorées. Notons enfin que l'amour et les sentiments amoureux n'étaient pas inconnus des nobles. Il était simplement vu comme une faiblesse de trop les afficher. Mais il existe de belles lettres, conservées de couples aristocratiques du Moyen Âge supérieur, pleines d'affection et de tendresse véritable. Par exemple, le chevalier anglais et Madame Paston au XVe siècle échangeaient des lettres remplies d'expressions amoureuses et de préoccupations l'un pour l'autre.
Ils étaient un an mariés depuis de longues années, avec plusieurs enfants. De tels exemples rappellent que même dans le monde des mariages dynastiques, l'amour pouvait naître entre époux. Parfois, le sort avait uni deux personnes qui collaient et s'aimaient. D'autres fois, l'amour restait secret en dehors du mariage. Quoi qu'il en soit, la vie intime de la noblesse était un jeu compliqué de devoirs et de désirs, où la morale officielle différait souvent de la réalité secrète des chambres à coucher. Et qu'en est-il de ceux qui s'engagèrent publiquement à vivre dans le célibat et la pureté? Dans le prochain chapitre, nous passerons derrière les murs des monastères et dans le presbytère de l'église de village, afin de voir comment le clergé affrontait l'amour et la sexualité. Dans cette vidéo, vous apprendrez bientôt l'hypocrisie de certains moines, les scandales retentissants avec des nonnes, et comment les réformateurs ecclésiastiques luttaient contre le corps pécheur. L'Europe médiévale baignée dans la foi chrétienne et l'autorité morale. Ceux qui proclamaient et surveillaient cette morale, prêtres, moines, religieuses, devaient montrer l'exemple. La doctrine de l'Église énonçait clairement: le sexe n'appartient qu'au mariage, et uniquement pour la procréation. Celui qui sert Dieu comme clerc doit observer le célibat, c'est-à-dire la totale abstinence sexuelle. L'idéal était élevé. Le prêtre ou religieux devait se consacrer à un service pur, non à un plaisir du corps, et le mariage était respecté comme une union sacrée. Mais comme souvent, la nature humaine trouvait des chemins détournés, et la réalité s'écartait souvent de l'idéal. Au haut Moyen Âge, le célibat des prêtres n'était pas strictement exigé. Beaucoup de prêtres, surtout à la campagne, étaient mariés ou vivaient avec une concubine, qui était en fait une épouse non officielle. Même certains évêques avaient des enfants, et les papes n'étaient guère mieux qu'un fameux du pape Jean XII au Xe siècle qui aurait transformé le palais du Latran en bordel. Le tournant eut lieu au XIe siècle avec la réforme grégorienne. Les conciles ecclésiastiques interdirent aux prêtres de se marier et ordonnèrent de renvoyer les concubines. Depuis, le célibat était obligatoire, tout au moins en Europe occidentale. En Orient orthodoxe, les curés restaient mariés. Mais une décision sur le papier est une chose, et la vie en est une autre. Surtout dans les régions reculées, les prêtres prenaient épouse, parfois secrètement, parfois publiquement avec la bénédiction de la communauté, sous un autre nom que mariage. Au XIVe siècle, le réformateur anglais John Wycliffe se plaignait que presque chaque prêtre garde sa concubine, et cela ne choque personne. De même chez nous, John Huss critiquait ardemment le fait que les prêtres prêchaient sur l'eau et buvaient du vin, c'est-à-dire qu'ils prêchaient contre la fornication, mais gardèrent des prostituées. Huss et ses partisans demandaient même que les prêtres aient plutôt des épouses légitimes que des concubines secrètes, le premier leur paraissant un moindre mal. Cela heurta cependant la hiérarchie catholique, qui défendait le célibat comme sacré. Après les guerres hussites, XVe siècle, il advint dans l'église calixtine, utraquiste, que certains prêtres prirent épouse, mais dans l'église catholique officielle, cela ne vint que bien plus tard, en fait, pas avant le XVIe siècle avec les protestants. Quelle était donc la vie intime de ceux qui ne devaient pas en avoir du tout, partagée entre sainteté et tentation? Beaucoup de clercs se tenaient à leurs vœux et menèrent une vie chaste en dépit des difficultés. Les moines se surveillaient mutuellement dans les monastères, priaient, jeûnaient et tentèrent de réprimer leurs désirs corporels, certains par la mortification, flagellation, d'autres grâce à un travail intense. Les légendes narrent les saints, tourmentés par des rêves érotiques, se jetant désespérément dans les ronces ou l'eau glacée pour calmer leurs désirs. Voilà les récits héroïques de pureté. Mais il y avait aussi une autre catégorie de clercs qui succombaient à la tentation. Dans les grands monastères, on observe parfois des violations des vœux. Des couples amoureux de moines et de nonnes se communiquaient par petites lettres échangées par-dessus le mur du couvent, se retrouvaient lors d'œuvres caritatives, ou passaient discrètement dans la cellule l'un de l'autre, la nuit,
Il existe des cas recensés de sœurs religieuses ayant eu des enfants, des scandales généralement étouffés, par l'envoi de la coupable au loin et la remise de l'enfant à l'orphelinat du couvent. Parfois, cependant, de tels péchés révélés menaient à la dissolution pure et simple du monastère pour corruption morale. Au presbytère, la situation était similaire. Le curé de campagne vivait souvent avec une femme dans la maison, ouvertement comme sa gouvernante. Tout le monde savait qu'elle était, en réalité, son épouse, même s'il ne fallait pas le dire ainsi. Les villageois le toléraient généralement. Ils pensaient qu'il valait mieux que le curé et sa propre femme, que de le voir courir les femmes mariées alentour. Il existe même un proverbe, où la cuisinière du curé, la 7 péchés s'enfuit. Cela signifiait qu'un prêtre installé avec une femme stable serait moins tenté d'en importuner d'autres. L'Église condamnait et sanctionnait officiellement cette cohabitation, en exigeant le paiement d'une amende appelée cullagium ou taxe sur la concubine. En pratique, de nombreux évêques fermaient les yeux, satisfaits que le prêtre vive sagement avec une femme, prenne soin d'elle et des enfants qu'il avait eus avec elle et qu'aucun scandale n'éclate. Les prêtres citadins avaient du don une moins bonne réputation. Ils n'étaient pas autant sous la surveillance des voisins. Nombre d'entre eux fréquentèrent les bordels, même si cela leur était interdit. D'ailleurs, l'entrée au bordel était officiellement interdite aux hommes mariés et aux clercs. Mais pour ces derniers, c'était souvent toléré. Du moins s'ils ne se faisaient en coup pas prendre. Dans certaines villes, on disait même que les bordels sont pleins de têtes tonsurées, sous-entendu que prêtres et moines étaient des clients fréquents. Cela provoqua la fureur de réformateurs tels que Jan Hus. L'Église était toutefois sévère, non seulement sur le comportement de ses membres, mais sur la sexualité en général. Nous avons déjà évoqué la multitude d'interdits et de règlements concernant les conditions et le déroulement de la vie intime, et cela concernait tous les croyants. Rappelons qu'il était interdit d'avoir des rapports le dimanche, le jeudi et le vendredi, les jours de fêtes religieuses, pendant le carême et l'Avent, lors des règles de la femme, pendant la période postnatale et d'allaitement. Résultat, un couple moyen avait selon ces règles le droit de faire l'amour seulement 1 à 2 fois par semaine. Et même alors, l'Église réglait le comment. L'unique position permise était, en face à face, l'homme dessus. Toute autre chose, par derrière, debout, voire la femme dessus, était jugée contre nature et pécheresse, car cela risquait d'entraver la conception. Le sexe oral ou anal était des péchés mortels, sodomie, et très sévèrement punis. Les relations homosexuelles étaient également qualifiées de sodomie, et surtout à partir du haut Moyen-Âge, entraînant des peines graves. Dans certaines villes italiennes ou françaises, on note des cas d'hommes brûlés vifs pour péché de feu. Précisons que le Moyen-Âge n'avait pas de concept d'identité homosexuelle comme aujourd'hui. C'était purement vu comme un acte, condamné. En ce qui concerne la contraception et l'avortement, l'Église les condamnait radicalement. Pourtant, les gens expérimentaient divers moyens. Herbes, rue, hysope, armoise, censés empêcher la conception ou provoquer un avortement. On utilisait aussi des barrières mécaniques, comme des tampons spongieux imprégnés de vinaigre chez les femmes. Mais tout cela en secret, sous peine d'être poursuivi pour le meurtre d'un être non né si cela était découvert. Fait curieux, des écrits médicaux médiévaux, rédigés par des moines, renferment paradoxalement de telles recettes, probablement pour des soins en cas d'extrême nécessité. Par contre, la notion légendaire de ceinture de chasteté est plutôt un mythe. Les fameuses culottes de fer avec lesquelles les chevaliers enfermaient, dit-on, leurs femmes, sont une invention de l'époque moderne, et les pièces conservées sont des faux ultérieurs ou des instruments de torture, pas de véritables dispositifs médiévaux. Chez les religieux, luttant contre la nature humaine, un autre phénomène mérite d'être évoqué. La tonalité érotique de la mystique religieuse. Certaines saintes, mystiques et moines du Moyen Âge décrivaient dans leur vision leur union avec le Christ ou la Vierge Marie, d'une manière si fervente qu'un lecteur moderne y sent une charge sexuelle. Par exemple, Sainte Thérèse, certes au XVIe siècle,
décrit l'extase causée par le contact avec la lance de l'ange si vivement que Bernini en a fait la sculpture, l'extase de sainte Thérèse, à la sensualité évidente. De semblables tournures apparaissaient déjà au XIIIe siècle chez Mechtilde de Magdebourg ou chez sainte Catherine de Sienne au XIVe siècle dans leur mariage mystique avec le Christ. Il s'agissait apparemment d'un moyen de sublimer l'énergie érotique réprimée en expérience spirituelle. À l'inverse, le monde ecclésiastique connaissait aussi les conséquences cruelles d'une sexualité réprimée. Parfois, des scandales d'abus éclataient. Par exemple, des rapports sur des abbayes corrompues ou des moines abuseurs des novices. Oui, l'homosexualité existait aussi derrière les murs des couvents. Et pas que, au XIVe siècle. Un pape eut à traiter un cas où, dans un presbytère, un prêtre séduisait des garçons du village. On l'appelait en latin corrupte puerorum, corrupteur de garçons. Ces cas étaient recouverts par l'Église, mais ils existaient. C'est pour répondre à de tels abus qu'on a sans cesse renforcé les règles morales au Moyen-Âge tardif. Bref, les religieux prêchaient officiellement une stricte morale sexuelle, mais restaient humains eux-mêmes. Beaucoup luttaient sincèrement contre leurs désirs, d'autres y cédaient en secret. Le public l'observait et accusait souvent l'Église d'hypocrisie. C'est sans doute aussi pourquoi le Moyen-Âge connut tant de réformes religieuses réclamant une correction de l'Église pécheresse. La sexualité y jouait un grand rôle. Qu'il s'agisse du réformateur monastique Saint Bernard de Clairvaux au XIIe siècle, qui blâmait les abbayes dissolues, ou des Hussites au XVe secouant contre la fornication des prêtres, tous cherchaient une façon de concilier la nature et l'idéal. L'exploration de la vie intime au Moyen-Âge nous a révélé un monde plein de paradoxes. D'un côté, des règles très strictes, des tabous. De l'autre, un esprit inventif trouvant toujours moyen de les contourner. L'homme moderne rougirait peut-être dans les bains publics du XIVe siècle et s'étonnerait des lois de l'Église dictant l'agenda des ébats conjugaux. Il serait aussi surpris par la franchise et la spontanéité avec lesquelles les médiévaux vivaient à leur corporéité. Pas de fausse pudeur, mais du pragmatisme. Malgré toutes les différences, quelque chose demeure commun. Le désir d'amour, d'union et de compréhension. Qu'il s'agisse d'un paysan, d'une bourgeoise, d'un chevalier ou d'une religieuse, tous étaient des êtres de chair et de sang, au cœur avide de proximité. Aujourd'hui, nous sommes libres de choisir notre partenaire par amour, de parler ouvertement de sexualité, de planifier la parentalité, des acquis dont les gens du Moyen-Âge n'auraient même pas rêvé. D'un autre côté, certains préjugés et stéréotypes sur le rôle des hommes et des femmes, enracinés par exemple dans l'idée de la femme tentatrice, fille d'Ève, ont perduré des siècles et influencé l'époque moderne. C'est fascinant de comprendre d'où viennent nos normes actuelles, comme pourquoi nous nous marions à l'Église, pourquoi on parle de sacralité du mariage. Beaucoup sont nés précisément au Moyen-Âge. Pour finir, un petit défi. Si les histoires d'amour et les curiosités médiévales vous ont intéressé ou surpris, partagez cette vidéo avec vos amis. Nous prouverons ainsi que l'histoire n'est pas une ennuyeuse sécheresse, mais peut nous inspirer et amuser encore aujourd'hui. Après tout, l'amour, sous toutes ses formes, accompagne l'humanité à travers les âges. Les décors et les règles changent, mais cette étincelle éternelle qui passe entre les humains demeure. Merci d'avoir exploré avec nous les secrets de l'intimité médiévale, et à bientôt pour une nouvelle aventure historique.